Tu devrais l'appeler entropie pour 2 raisons. Tout d'abord, ta fonction d'incertitude a été utilisée en mécanique statistique sous ce nom, elle a donc déjà un nom. Deuxièmement, et surtout, personne ne sait vraiment ce qu'est l'entropie, de sorte que dans un débat, tu auras toujours l'avantage. Tel fut le conseil que le génie américano-hongrois John von Neumann donna à Claude Shannon lorsque le second proposa sa mesure de quantification de l'incertitude dans les années 1940. Enfin, pourrait-on croire, la nature profonde de l'entropie a été saisie. 80 ans plus tard, force est de reconnaître que si la science de l'entropie a énormément avancé, très peu de gens savent aujourd'hui vraiment ce qu'est l'entropie. En fait, tout physicien sera même bien embarrassé lorsqu'on lui demandera de calculer l'entropie d'un ordinateur ou de tout objet complexe qui est très loin d'être un gaz à l'équilibre thermodynamique, contrairement à la mesure de la pression ou du volume des objets qui ne souffrent pas d'ambiguïté scientifique. Là où il semble y avoir un paradoxe profond, c'est que ce concept est pourtant au cœur du second principe de la thermodynamique, l'une des théories les plus indéboulonnables de la science. Tandis que les lois de la mécanique de Newton, les lois de l'électromagnétisme de Maxwell et les lois de l'espace-temps de Galilée ont toutes été ébranlées par les sciences modernes, et alors que le premier principe de conservation de l'énergie est aujourd'hui réinterprété comme une simple conséquence de l'invariance dans le temps des lois de la physique, ce second principe résiste encore obstinément à l'expérimentation et à l'entendement. Plus encore que les bizarreries quantiques, le second principe est à mes yeux le mystère ultime de la science. Même si les physiciens sont en fait encore incapables de le définir aussi précisément que l'énergie, la courbure de l'espace-temps ou encore l'électrodynamique quantique, ce principe semble gouverner plus encore nos sociétés en imposant des limites strictes au champ des possibles. Après tout, comme l'explique très bien David de Science Étonnante, ce qui fait défaut à nos sociétés n'est pas vraiment l'énergie. En fait, le changement climatique n'est autre qu'un excédent d'énergie sur Terre, et en particulier quand on dit que l'énergie est le moteur de la croissance, on dit en fait quelque chose de profondément erroné sur le plan scientifique. En tout cas, si on prend énergie au sens scientifique. En fait, si nos machines tournent, c'est davantage en augmentant l'entropie qu'en consommant de l'énergie. Ceux qui le comprennent peuvent alors être tentés de se jeter sur le concept d'entropie et faire croire que, en vertu notamment du second principe de la thermodynamique, nous traversons une crise de l'entropie. Certains vont même jusqu'à prétendre que le second principe garantit le désordre et qu'il y aurait une limite physique fondamentale et indépassable à l'augmentation du chaos et de la pollution qui justifierait un profond climato-fatalisme. Et là, ça commence à me faire sérieusement grincer des dents. Surtout quand on sait à quel point ce genre de climato-fatalisme est désormais abusé par les ex-climato-dénialistes pour freiner l'action, car eux semblent en fait surtout davantage scientifiquement armés. Et oui, je parierais sans trop flipper que des producteurs de doute ont lu cette étude et ont compris que le climato-fatalisme poussait à l'inaction. Personne ne sait vraiment ce qu'est l'entropie, et visiblement, certains abusent de cette mécompréhension en utilisant ce terme scientifique pour feutrer des discours poétiques, voire des discours politiques, en invoquant une limite physique dont nous sommes en fait extrêmement loin, plutôt que de parler des limitations technologiques, économiques et politiques concrètes qui, elles, contraignent vraiment le champ des possibles aujourd'hui, mais qui n'ont rien de fondamental et indépassable. Aujourd'hui, je vais essayer de clarifier au mieux ce que les scientifiques comprennent vraiment de l'entropie pour mieux évaluer ce qu'il est raisonnable de dire de l'entropie, ce qui est beaucoup plus discutable et ce qui relève de discours trompeurs, voire dangereux pour la mobilisation contre le changement climatique. Et plutôt que de suivre le tortueux chemin de l'histoire des sciences pour en arriver à l'état de l'art de la compréhension de l'entropie thermodynamique, je vais suivre les pas de Shannon et prendre la voie informationnelle. Ça permet quand même de voir des trucs. Et oui, on va voir que, en un sens un peu grossier, ce qu'on appelle problème énergétique est en fait en bonne partie une histoire d'information, même si c'est une information un peu particulière comme on va le voir. Quelle est d'après vous la quantité d'information contenue dans le mot « lait » ? Comment pourrait-on quantifier cette information ? Intuitivement, même si ce mot n'a que 2 lettres, c'est un mot très informatif puisqu'il permet d'identifier un objet, à savoir moi, parmi l'ensemble de tous les objets de tout l'univers. C'est quand même pas mal. Mais alors, est-ce que l'information dans le mot « lait » est grande ? L'idée de génie de Claude Shannon, c'est de supposer qu'information et incertitude doivent être les 2 faces d'une même pièce. Plus précisément, selon Shannon, l'information d'un message, c'est la quantité d'incertitude que la lecture de ce message fait disparaître. Autrement dit, si un message était très attendu, il est peu informatif. Hein, quoi ? Un nouveau scandale impliquant Elon Musk ? J'aurais pu le deviner. Ce n'est pas très informatif. Dit autrement, plus je suis surpris par le message, plus il contient d'informations nouvelles pour moi. Et plus je risque alors de devoir changer d'avis.
Et d'ailleurs, cette attention à la surprise, je vous en avais déjà parlé tout au début de cette série sur le bayésianisme, en l'an 1 avant le Covid, puisqu'elle est essentielle pour mettre à jour correctement notre état de connaissance du monde. L'information est intimement liée à la surprise. Mais alors, à quel point le mot « lait » est-il surprenant ? Eh bien, comme on l'a vu encore et encore dans cette série sur le bayésianisme, la réponse à cette question est nécessairement contextuelle. Si le mot « lait » vient juste après le créateur de Science for All dont le prénom est... 3 petits points. Alors vous qui suivez cette chaîne depuis un bon moment serez sans doute aucunement surpris par le mot « lait ». A l'inverse, si vous entendez le mot « lait » lors d'une réunion de travail dans votre entreprise, et si votre entreprise ne travaille pas dans la sécurité des intelligences artificielles, votre surprise sera probablement plus grande et ce mot sera plus informatif. On va dire que si c'est le cas, elle est quand même cool votre entreprise. Sans conteste, sans contexte, c'est la mauvaise probabilité qu'on teste, comme le dit le proverbe bayésien. Formellement, l'information dans le mot « lait » a été définie par Shannon comme le logarithme en base 2 de l'inverse de la probabilité du mot « lait ». Bon, ça peut paraître un peu compliqué et je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ceci. Je l'ai fait dans un live que je vous invite à le voir, un live que j'ai fait pendant le Covid. Mais passons. Cette formule garantit que l'information augmente avec la surprise. Qui plus est, le logarithme est utile pour garantir que conformément à l'intuition, l'information de deux messages indépendants sera la somme des informations des deux messages. Enfin, Shannon a choisi la base 2, car cela permet de lier directement cette information au nombre de bits nécessaires pour encoder le message. Mais ces détails importent peu pour aujourd'hui. Ok, ça c'est l'information d'un message. Et d'ailleurs, techniquement, c'est pas tout à fait une définition extrêmement standard, mais je la trouve personnellement extrêmement pédagogiquement utile et assez conforme avec l'intuition qu'on pourrait avoir de l'information. Maintenant, qu'est-ce que l'entropie ? Eh bien, l'entropie de Shannon, c'est la quantité d'informations que je m'attends à recevoir, ce qu'on appelle dans le jargon l'espérance de l'information, et qui est donnée explicitement par la somme des quantités d'informations des messages que je peux recevoir, pondérée par la probabilité de ces messages. C'est simple, hein, c'est juste des maths. Ou dit autrement, en utilisant la dualité information-incertitude, l'entropie mesure l'incertitude qu'on a sur les messages qu'on va recevoir. Par exemple, la position politique qu'adopteront les journalistes de CNews et de Blast sur le sujet de l'immigration la semaine prochaine aura peu d'entropie pour moi, car j'ai très peu d'incertitude sur l'angle journalistique qui sera choisi par ces médias. A l'inverse, l'entropie sur le prochain lieu de conflit armé majeur est énorme à mes yeux, car ça part un peu dans tous les sens en ce moment. Petit aparté, mais les fameux algorithmes génératifs comme ChatGPT fonctionnent vraiment sur un principe de minimisation de l'entropie, parfois appelé cross-entropie, pour générer des contenus crédibles sachant leurs données d'entraînement. Donc c'est pas juste des principes abstraits. En tout cas, l'entropie est l'objet au cœur de la plus grande contribution de Claude Shannon, retranscrite dans son article fabuleux de 1948 intitulé A Mathematical Theory of Communication, qui, pour les matheux parmi vous, est extrêmement lisible. Vraiment, ce papier est un bijou, non seulement mathématique, mais aussi d'ingénierie, de linguistique et, je pense, de philosophie. Et surtout, il est extrêmement bien écrit. La lecture de cet article est vraiment l'un des plus grands bouleversements intellectuels de ma vie, pas loin de Solomonov 2009, Turing 1950 et Laplace 1814. Laplace! J'avoue, je mets Laplace au-dessus des autres. Appelons oméga l'ensemble de toutes les choses à savoir. En théorie des probabilités ou en mathématiques fondamentales, oméga est parfois appelé l'univers. A priori, on dispose d'une grande incertitude sur oméga, qu'on peut appeler l'entropie d'oméga, et écrire h de oméga. Maintenant, imaginons qu'on s'informe. Appelons x ce qu'on a découvert. Alors l'entropie qui reste sur oméga sera h de oméga sachant x, c'est-à-dire l'incertitude qui reste sur oméga conditionnellement à l'information x que l'on connaît désormais. Je ne rentre pas dans les détails de tout ce que ça signifie, je renvoie au live encore une fois pour en savoir plus. Mais sachez que c'est extrêmement standard en théorie de l'information. Eh bien, un théorème assez simple à démontrer dit que h de oméga sachant x est inférieur ou égal à h de oméga. Et là, patatras. L'entropie d'oméga a en fait diminué. Oui, vous avez bien entendu, l'entropie a diminué. D'ailleurs, la réduction de l'entropie sera précisément égale à l'information espérée contenue dans X. Et là, on ne parle pas d'un principe de physicien qui ne sera considéré vrai que jusqu'au jour où on se rendra compte que ce n'est pas si vrai. On parle ici d'un théorème mathématique. L'entropie du monde diminue. Et bien sûr, ça peut paraître complètement contradictoire avec le second principe de la thermodynamique qui affirme que l'entropie ne peut qu'augmenter. Que se passe-t-il? A-t-on enfin démontré la stupidité des physiciens? Qu'en pensez-vous? Prenez le temps de mettre pause pour bien essayer de comprendre ce qu'il se passe.
Et je suis sûre que vous savez exactement de quoi je parle. Sans contexte, c'est la mauvaise probabilité qu'on teste. En particulier, il ne faut pas perdre de vue que si on définit l'entropie comme une mesure d'incertitude, celle-ci est nécessairement contextuelle. Elle dépend des informations auxquelles on a accès. Souvenez-vous de l'exemple du mot « lait ». Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Science for All, le mot « lait » dans la phrase « le créateur de Science for All dont le prénom est… blablabla » est très grande, puisqu'il sera surpris par ce prénom. Mais pour ceux parmi vous qui me connaissez bien, ce mot ne contient presque aucune information. Vous le saviez déjà. L'entropie du mot « lait » a été réduite par vos connaissances préalables. Dans le jargon bayésien, on parlerait d'a priori ou de préjugés. Et clairement, ça, ce n'est pas du tout ce que la physique cherche à décrire. L'entropie thermodynamique vise à décrire quelque chose qui ne dépend pas de l'observateur. A contrario, l'entropie informationnelle de Shannon est fondamentalement subjective. Elle dépend des informations auxquelles un sujet a accès. Comme le dirait Laplace à propos des probabilités de manière plus générale, il s'agit d'une description de notre connaissance et de notre ignorance. En un sens, on pourrait parler d'entropie anthropique, puisqu'elle se réfère à une personne qu'on peut généralement supposer humaine. Et je parle d'entropie anthropique parce que, surtout ça me fait marrer cette expression entropie anthropique. Mais elle est un peu flatteur pour les humains. Oui, parce qu'en fait, le concept d'entropie de Shannon ne devrait s'appliquer rigoureusement à un sujet que si ce sujet est en fait bayésien, dans le sens où il est capable d'appliquer constamment les lois des probabilités. Dit autrement, il ne s'applique en fait vraiment qu'à une forme de super-intelligence qui, dans mon livre La formule du savoir, est appelée le démon de Solomonov. Le démon de Solomonov est cette entité imaginaire qui collecte cumulativement de l'information et a la faculté d'appliquer systématiquement la formule de Bayes pour sans cesse améliorer son modèle du monde. Pour ce démon, l'entropie est une fonction décroissante du temps. Par contre, en pratique, l'entropie anthropique, c'est-à-dire l'incertitude de nous autres Homo sapiens, celle-ci, elle peut augmenter parce que nous autres humains, on a tendance à perdre la mémoire ou on a des biais cognitifs qui font qu'on raisonne mal sur le monde et qu'on peut être surpris par des choses qu'en fait notre version du passé savait déjà. Ok, maintenant qu'on a compris un peu l'entropie de Shannon, qu'est-ce donc que l'entropie thermodynamique? A-t-elle vraiment quelque chose à voir avec la théorie de l'information de Shannon? Pourquoi von Neumann conseillait-il à Shannon d'appeler sa mesure d'information entropie? Et si l'entropie thermodynamique est bien une forme d'entropie de Shannon, de quel sujet dépend-elle? Je sais ce que vous en pensez. Ça risque d'être compliqué. Alors, c'est là qu'on va rentrer dans une zone grise, puisqu'on est encore très loin aujourd'hui d'avoir un consensus sur la définition de l'entropie thermodynamique pour des systèmes qui ne sont pas ultra simplifiés, comme des gaz parfaits à l'équilibre thermodynamique. Et bon, ça ne dérange pas forcément les ingénieurs qui s'intéressent avant tout à des variations d'entropie thermodynamique lors de processus artificiels, voire les chimistes, les biologistes et les physiciens plus appliqués, pour qui des définitions pas toujours au standard des mathématiciens suffisent en fait largement pour faire d'énormes progrès explicatifs dans leurs disciplines respectives. Mais pour un théoricien comme moi, ce manque de définition rigoureuse du mot entropie a de quoi être intrigant. Alors est-ce que tu n'aurais pas des trucs intéressants à nous dire? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous proposer une interprétation qui, à ma connaissance, colle parfaitement avec les théories les plus standards, en tout cas clairement pour les cas les plus simples de gaz à l'équilibre thermodynamique. Mais l'interprétation dont je vais vous parler est en fait inhabituelle, et je dirais même inédite, et comme on va le voir, elle va vraiment interpréter l'entropie thermodynamique comme un cas particulier de l'entropie informationnelle de Shannon. Pour y parvenir, je vais introduire un être un peu spécial que je vais appeler le démon de Gibbs, en référence au grand physicien Josiah William Gibbs, reconnu aux côtés de James Clerk Maxwell et Ludwig Boltzmann comme l'un des pères de la physique statistique. Et si je parle du démon de Gibbs, c'est en partie en comparaison avec d'autres démons, notamment le démon de Laplace. Laplace! Pour rappel, le démon de Laplace, c'est un être omniscient qui connaît toutes les positions et toutes les vitesses de toutes les particules de l'univers. Autrement dit, sa connaissance de l'univers va jusqu'aux échelles microscopiques. Je cite le maître. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome, rien ne serait incertain pour elle et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. A
contrario, le démon de Gibbs, c'est un être que je définis comme uniquement macroscopiquement omniscient. Il connaît tous les macro-états, c'est-à-dire les descriptions de tous les objets du monde, ainsi que leur position, leur vitesse, leur volume, leur température et leur pression, mais il ne connaît pas les positions et les vitesses des particules qui composent ces objets. Eh bien, au moins dans le cas des gaz à l'équilibre thermodynamique, l'entropie thermodynamique peut vraiment être définie comme l'incertitude du démon de Gibbs sur les positions et les vitesses des particules, malgré son omniscience macroscopique, et le tout mesuré selon les équations de Shannon. Dit autrement, l'entropie thermodynamique quantifie les informations du démon de Laplace auxquelles le démon de Gibbs n'a pas accès. Elle calcule la différence de connaissances entre les deux démons, quelles sont les choses à propos des particules qu'on ne peut pas savoir, même une fois qu'on sait tout du monde à notre échelle macroscopique. Voilà qui fournit une nouvelle compréhension du second principe de la thermodynamique. D'un point de vue informationnel, ce principe affirme désormais que le différentiel de connaissances entre les démons de Laplace et de Gibbs ne peut que croître avec le temps. Au fur et à mesure que des opérations thermodynamiques irréversibles ont lieu, l'incertitude du démon de Gibbs sur les positions et les vitesses des particules augmentera, typiquement parce que ces informations à propos d'un gaz se sont mélangées avec celles à propos d'un autre gaz. Le démon de Gibbs deviendra alors davantage ignorant, comparativement notamment au démon de Laplace, qui lui ne perd pas ces informations, même en cas de mélange de gaz. Et là, en fait, je vous propose une interprétation qui est très proche des travaux de Gibbs lui-même et qui me semble de surcroît être quelque chose de très profond et en tout cas très pédagogiquement utile. Ceci dit, c'est loin de faire consensus chez les physiciens pour les systèmes complexes hors équilibre. Donc prenez tout ça avec quelques pincettes dans le cadre général. Cependant, encore une fois, pour les compositions de gaz à l'équilibre, ce que je vous ai présenté ici, c'est vraiment uniquement une reformulation informationnelle de principes d'une physique statistique déjà ultra consensuelle. Et on va la détailler. Pour bien comprendre l'entropie thermodynamique et donc l'incertitude du démon de Gibbs, je vous propose de calculer sa valeur pour un gaz parfait monoatomique dans un volume V à température T et à pression P. Une démonstration mathématique là qu'on va faire. Ça va pas être trop difficile à suivre? Ce qu'on va faire dans cette section est un peu technique, donc si vous voulez la sauter, n'hésitez pas, les termes codes sont en description. Mais pour bien sentir en quoi l'entropie thermodynamique est l'entropie informationnelle du démon de Gibbs, et surtout pourquoi ceci aide beaucoup à cerner la nature profonde de l'entropie, les calculs qu'on va faire me semblent très utiles. Et à ma connaissance, assez inédites aussi. En tout cas, la page Wikipédia a une démonstration classique du calcul d'entropie de ce gaz, mais dans le cas de l'approche de Boltzmann, alors qu'ici je vais vous proposer une alternative beaucoup plus proche de l'interprétation informationnelle à la Shannon, qui d'ailleurs me semble plus simple. Allez, trêve de bavardage, c'est parti. Pour commencer, un petit rappel, un gaz est parfait si les particules de ce gaz n'interagissent que via des chocs. En particulier, les particules sont généralement trop éloignées pour qu'il y ait des effets électromagnétiques ou gravitationnels entre elles. Et l'hypothèse selon laquelle le gaz est monoatomique revient simplement à dire que toutes les particules du gaz sont les mêmes et ressemblent à des billes, en gros. La loi des gaz parfaits, PV égale NKT, nous dit alors que ce gaz contient N est égal à PV divisé par KT particules. Selon l'approche informationnelle de l'entropie, il s'agit maintenant pour nous de quantifier notre incertitude sur les positions et les vitesses de chaque particule. Concentrons-nous sur une seule particule pour commencer. À l'équilibre thermodynamique, la particule a eu le temps de se cogner un grand nombre de fois avec les autres particules et de se perdre un peu n'importe où dans le volume. Si bien que l'incertitude sur sa vitesse peut être considérée indépendante de l'incertitude sur sa position. Dès lors, en vertu des lois des probabilités, on peut calculer séparément l'incertitude sur la position et sur la vitesse, et l'incertitude totale sur notre particule sera la somme de ces deux incertitudes. Commençons par la position. Comme la particule a eu le temps de se balader un peu partout, la particule peut être n'importe où dans le volume. On dit que la distribution de ces positions probables est uniformément répartie. Ça, mathématiquement, ça revient à dire que la probabilité de trouver la particule dans un petit volume dV de l'espace est égale à la taille de ce volume, dV, divisé par le volume total V. En appliquant la formule de l'entropie de Shannon, on trouve une incertitude sur la position de la particule égale à l'intégrale sur tout le volume du log en base 2 par le volume, fois la probabilité d'être dans la partie dV du volume, et ça c'est égal à l'intégrale sur tout le volume du log en base 2 de V fois dV divisé par V. Le log 2 de V divisé par V peut être ressorti de l'intégrale, on a juste l'intégrale sur dV, l'intégrale sur dV c'est égal à V, tout se simplifie, on obtient au final seulement log en base 2 de V. L'entropie informationnelle sur la position est donc le logarithme du volume.
C'est simple, hein, c'est juste des maths. Et ça, intuitivement, ça se comprend en fait très bien. Si on double le volume, alors il suffit de poser une question binaire, à savoir dans lequel des deux sous-volumes de volume V se trouve la particule, pour revenir au cas précédent. Or, cette question binaire nous fournit exactement un bit d'information, puisqu'elle peut être oui ou non avec équiprobabilité. L'entropie pour un volume de 2 fois V est donc supérieure d'1 bit au volume V. Avoir multiplié le volume par 2 augmente donc l'entropie d'1 bit. Et ça, c'est exactement ce que décrit la fonction logarithme en base 2. En fait, juste avec ce raisonnement, on aura pu obtenir directement la formule log2 de V pour l'incertitude sur la position de la particule. Voilà, je préfère ça. Passons maintenant à la vitesse. Là, ça va être un poil plus compliqué, mais grâce à Maxwell et Boltzmann, on sait que la distribution des vitesses possibles d'une particule monoatomique est donnée par la distribution de Maxwell-Boltzmann, qui correspond à une loi normale isotrope en dimension 3, dont l'amplitude typique selon chaque direction est donnée par racine carrée de k fois t divisé par m, où k est la constante de Boltzmann, m est la masse de la particule et t est la température. En particulier, à chaque fois que la température quadruple, la vitesse typique des particules selon une direction donnée va doubler. En fait, on aboutit rapidement à cette distribution normale avec un raisonnement purement informationnel, plutôt qu'avec les arguments à base de micro-états qu'on trouve dans les livres de cours sur la physique statistique. Après tout, la loi normale est celle qui maximise l'entropie informationnelle à énergie cinétique moyenne fixée. Bon, je vais pas trop vous ennuyer avec les détails mathématiques, même s'il y a des jolies preuves derrière tout ça. J'ai juste envie de vomir. Toujours est-il que l'entropie de cette distribution est bien connue et elle est égale à 3,5 fois log en base 2 de la température plus 3,5 fois log en base 2 de tau fois E fois K divisé par M, où cette fois tau est le rapport de la circonférence du cercle par son rayon, qui est égal à 6,28, que certains parfois appellent le 2π, mais ça s'appelle tau. Alors j'ai séparé ça en deux termes parce que le deuxième terme en fait est une constante. Si on fait varier en particulier le volume ou la température, ça va pas changer ce second terme. Du coup, on va considérer que c'est une constante et qu'on va pouvoir du coup l'ignorer puisqu'on va s'intéresser pas mal notamment aux variations d'entropie. Là encore, au-delà du calcul précis, on peut s'en faire une intuition. Quand on quadruple la température, on double l'amplitude typique de leur vitesse selon chaque direction, ce qui augmente d'1 bit l'incertitude sur la vitesse selon une direction donnée. Et comme il y a 3 dimensions d'espace, il faut multiplier par 3 ces incertitudes, ce qui conduit à ajouter 3 bits d'entropie. Donc multiplier la température par 4 augmente l'entropie de 3 bits. Et ça, il y a une seule fonction qui permet de faire ça, c'est la fonction 3 log en base 4 de t, qui est égale à 3,5 log en base 2 de t. C'est limpide, non ? Notez que pour les gaz qui ne sont pas monoatomiques, comme par exemple les gaz diatomiques que sont le diazote et le dioxygène, il faudra aussi considérer d'autres sources d'incertitude sur la répartition de l'énergie cinétique dans une particule, comme à travers les rotations des particules sur elles-mêmes ou à travers des vibrations entre les atomes qui composent ces particules. Et ça va typiquement augmenter les effets de la température qui augmenteront davantage encore l'incertitude pour le démon de Gibbs. Mathématiquement, ça va conduire à une dépendance légèrement différente en la température. Au lieu d'avoir 3,5 de log en base 2 de t, on pourra avoir 5,5 de log en base 2 de t si l'information sur l'énergie cinétique sera répartie sur 5 dimensions, comme par exemple 3 de translation et 2 de rotation, au lieu des 3 comme c'est le cas pour les particules monoatomiques. Dans le jargon, on parle de degré de liberté, et ce nombre de degrés de liberté peut typiquement augmenter ou diminuer en fonction des symétries des particules. Là, le plus compliqué, c'est d'arriver à suivre le rythme. En tout cas, dans le cas monoatomique, l'entropie pour une particule est H est égal à log en base 2 de V plus 3,5 de log en base 2 de T plus une constante. Pour obtenir l'entropie informationnelle pour toutes les particules, on pourrait vouloir simplement ajouter les entropies de chaque particule. Mais il y a un petit détail dont il faut tenir compte et qui va nous permettre d'éviter le paradoxe de Gibbs. On va considérer les particules indiscernables, même aux yeux du démon de Laplace. Autrement dit, si j'échange deux particules, alors pour le démon de Laplace, l'état physique est en fait le même. L'univers n'a pas changé. Voilà qui revient à considérer que les permutations des particules n'augmentent pas l'incertitude. Et ça, mathématiquement, ça revient à retirer à la somme des entropies des particules le logarithme du nombre de permutations de n particules, qui est égal à log en base 2 de n factoriel. Alors là encore, je vais sauter quelques détails mathématiques, mais d'après la formule de Stirling, ce terme est asymptotiquement égal à environ n log en base 2 de n moins n. Ce terme peut paraître anodin, mais c'est vraiment lui qui garantit l'extensivité de l'entropie thermodynamique, c'est-à-dire le fait que l'entropie de deux systèmes disjoints est la somme des entropies de chaque système. Potentiellement, c'est plus pratique. On obtient alors l'entropie informationnelle des particules du gaz aux yeux du démon de Gibbs, qui est donnée par H est égal à n fois le log en base 2 de V, donc l'incertitude sur les positions de toutes les particules, plus n moins n fois log 2 de n, donc ça correspond aux permutations,
plus 3n divisé par 2 log en base 2 de t, donc ça correspond aux incertitudes sur les vitesses des particules, plus une constante, et tout ça, l'unité, ce sont, je sais pas si vous avez suivi, l'unité c'est le bit. En utilisant les propriétés du logarithme, on peut réécrire cette expression sous la forme h est égal à n fois log en base 2 de v divisé par n, plus 3n divisé par 2 log en base 2 de t, plus n plus constante. Tout ça, encore une fois, en bits. C'est simple, hein, c'est juste des maths. Écrit comme ça, comme V divisé par N est une constante pour deux gaz identiques, on voit bien que l'entropie de deux systèmes identiques va être la somme des entropies de chaque système. Pour obtenir maintenant des joules par Kelvin, c'est-à-dire avoir les unités standards du système international, il nous faut multiplier tout ça par K fois ln de 2, où ln c'est le logarithme népérien, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. En tout cas, ça nous donne S est égal à Kn fois log de V divisé par N, plus 3kn divisé par 2 log de t, plus kn, plus constante, le tout en joules par Kelvin. Eh bien, ça, c'est exactement la formule de la variation de l'entropie thermodynamique qui a été conçue pour les gaz parfaits monoatomiques sans passer par l'entropie informationnelle du démon de Gibbs. Bah oui. Ou plutôt, vous trouverez dans les manuels, pour un gaz qui passe d'un volume et d'une température V1T1 à un volume et une température V2T2 de manière adiabatique, la variation d'entropie, d'après les cours de physique thermodynamique, sera de la forme delta S est égal à CV log de T2 divisé par T1 plus NR log de V2 divisé par V1. Où CV est égal à 3,5 de NK pour les gaz monoatomiques, et petit nr est égal à grand N fois K. On voit bien que notre entropie informationnelle du démon de Gibbs coïncide parfaitement avec les équations de l'entropie thermodynamique classique. D'accord, pourquoi pas, mais et alors? Et donc l'interprétation que je donne ici n'est pas du tout une spéculation pour les gaz parfaits, en fait c'est simplement une reformulation qui me semble en fait beaucoup plus profonde que l'approche non atomique de la thermodynamique, type Clausius, et beaucoup plus élégante et limpide que l'approche en nombre de micro-états souvent présentée par les cours de physique statistique. Ces cours de physique statistique privilégient souvent le chemin plus tortueux de l'histoire des sciences avec Clausius et ou Boltzmann. Pour information, la page Wikipédia anglophone sur le paradoxe de Gibbs est ce que j'ai lu qui se rapproche le plus de ce que j'ai présenté. Mais même cette page fait à un moment appel à des arguments que je trouve moins élégants sur l'incertitude sur énergie totale. L'interprétation informationnelle que je donne me semble non seulement plus directe, plus simple, mais surtout elle me semble beaucoup plus profonde dans le sens où elle va nous permettre de généraliser plus facilement au-delà du cadre restreint des gaz parfaits. Dans tous les mécanismes d'irréversibilité, il semble y avoir une mécanique de la sorte en jeu. De l'information semble échapper au démon de Gibbs, elle semble échapper au monde macroscopique au moment où elle passe au monde microscopique et elle devient de l'incertitude sur les positions des vitesses et des positions des particules. Et cette perte d'information du démon de Gibbs semble irréversible. Il semble impossible pour cette information de redevenir macroscopique, connue du démon de Gibbs. Si ça vous paraît étrange comme affirmation maintenant, sachez qu'on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo, au moment de parler du principe de Landauer. Malgré les énormes efforts de Gibbs pour combler les manquements de sa théorie, le démon de Gibbs reste néanmoins nettement moins bien défini que ceux de Laplace et de Solomonov. En particulier, sa description dépend de la distinction entre le monde macroscopique et le monde microscopique. Et ce n'est pas là une limite de mon analogie. Je parle là d'un problème fondamental au cœur de la thermodynamique statistique qui dépend d'une distinction entre les macro-états et les micro-états. S'il est clair que les micro-états décrivent les positions et les vitesses de toutes les particules, il n'est pas tout à fait clair ce que sont les macro-états. Intuitivement, il s'agit des descriptions à base de position et de vitesse des gros objets, ainsi que de leur pression, de leur température, de leur volume, de leur état physique, de leur champ électromagnétique et de leur composition chimique. Mais qu'est-ce qu'un gros objet? Le gros trou. Parle-t-on de l'échelle du milligramme, du nanogramme? Combien faut-il de particules ou de volumes d'espace pour que l'objet soit macroscopique? Est-ce lié par exemple à la dimension de Kolmogorov dont parle cette excellente vidéo de Friedman Brown? Est-ce qu'un atome qu'on manipulerait individuellement et dont on connaît assez précisément la position et la vitesse forme un objet macroscopique? Et en quoi une telle distinction d'échelle serait-elle objective au point d'impliquer quelque chose qui paraît aussi fondamental et indépendant de tout observateur que le second principe de la thermodynamique? Pour les gaz parfaits à l'équilibre thermodynamique, cette distinction micro-macro est bien définie et bien comprise. Cependant, pour les systèmes complexes hors équilibre et qui ne sont pas juste des gaz, ou qui sont des gaz mais en situation turbulente, déterminer le seuil de la transition micro-macro est beaucoup moins évident. Clairement, plus le seuil de connaissance macroscopique est petit, plus le démon de Gibbs aura une connaissance fine du monde, et plus l'entropie thermodynamique, c'est-à-dire ce que ce démon de Gibbs ne sait pas à propos du monde microscopique, sera faible.
L'entropie thermodynamique dépend ainsi fondamentalement de la granularité du monde macroscopique. Et de tout ce que j'ai lu, bien définir les contours de la frontière entre les états microscopiques et les états macroscopiques reste une limite des connaissances actuelles de la recherche en thermodynamique statistique. Surtout pour les systèmes hors équilibre, les physiciens ne savent pas encore vraiment comment définir l'entropie. Encore plein de travail pour les chercheurs. Et même pour les systèmes à l'équilibre, lorsqu'ils sont trop distincts des gaz, la thermodynamique conduit à des mesures cocasses, comme ce gaz quantique dont la température est en dessous du zéro absolu. Oui, vous avez bien entendu. Non seulement les physiciens ont déterminé une température minimale, appelée le zéro absolu, qui se trouve à moins 273,15 degrés Celsius, et qui intuitivement correspond à l'absence d'énergie cinétique des particules, mais ils ont aussi montré qu'il était possible d'atteindre des températures en dessous de ce zéro. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est parce que la définition moderne de la température dépend en fait de l'entropie thermodynamique, notamment pour éviter des difficultés liées au nombre de degrés de liberté des particules, et également parce que pour certains systèmes physiques très particuliers, cette entropie se comporte très différemment de celle des gaz. Il peut arriver en particulier qu'ajouter de l'énergie dans un système réduise l'incertitude du démon de Gibbs sur les états microscopiques. Bref, l'entropie thermodynamique, dès qu'on ne parle pas de combinaison de gaz à l'équilibre thermodynamique, c'est très loin d'être simple. D'ailleurs, selon le physicien et historien de la physique Martin Klein, si Gibbs a procrastiné pendant plus d'une décennie la publication de son ouvrage fondateur de la physique statistique, c'est probablement à cause de son incapacité à répondre à la question « Quelle est l'entropie d'un système hors équilibre ?» Une question absolument fascinante dont je suis personnellement extrêmement loin d'avoir un iota de réponse satisfaisante. Alors, quelques petites notes historico-terminologiques que vous pouvez complètement ignorer si les méandres de l'histoire des sciences ne vous intéressent pas. Encore une fois, les timecodes pour la section suivante sont en description. Pour commencer, l'entropie thermodynamique n'a pas été définie historiquement de manière informationnelle. Ma présentation est extrêmement anachronique, mais je pense plus pédagogiquement efficace pour comprendre l'entropie. On cherche l'efficacité. On remonte son origine à Joseph Fourier, Sadi Carnot, puis à Rudolf Clausius, qui faisaient littéralement de la thermodynamique, c'est-à-dire ils étudiaient les mouvements de chaleur. Et en gros, ces chercheurs ont constaté que la chaleur allait du chaud vers le froid et que ce phénomène pouvait se calculer avec des grandeurs comme la température, la pression et le volume. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement les excellentes vidéos de Three Blue and Brown qui illustrent très bien l'irréversibilité des équations de la chaleur de Fourier, qui, je trouve, est par ailleurs trop souvent omise dans les introductions à la thermodynamique et au second principe, y compris sur les pages Wikipédia francophones et anglophones sur la thermodynamique, alors que thermodynamique signifie littéralement mouvement de la chaleur. Donc, je vais en dire l'équation de la chaleur répond pas mal à cette question. En particulier dans les équations de Fourier, l'augmentation de l'entropie thermodynamique est extrêmement liée à une fonction des variations de température qu'on appelle le Laplacien. Laplace! Par ailleurs, pendant longtemps, et aujourd'hui encore, on parle davantage d'entropie statistique que d'entropie informationnelle. Ainsi, en physique statistique, en suivant les pas de Maxwell et surtout Boltzmann, on va davantage avoir tendance à compter les nombres de micro-états possibles et à considérer qu'ils sont équiprobables. Dès lors, l'entropie est définie comme le logarithme du nombre W de micro-états. Mais en fait, dire que tous ces micro-états sont équiprobables, c'est leur assigner une probabilité 1 sur W. En appliquant la formule de Shannon, on retrouve H est égal à la somme des 1 sur W log de 1 divisé par 1 sur W, et tout ça c'est égal à log de W. Je vous laisse faire les calculs. En fait, c'est Gibbs en 1902, et donc un demi-siècle avant Shannon, qui comprit que l'approche de Boltzmann était le cas particulier d'une description probabiliste. Le génie de Shannon est peut-être davantage d'avoir superbement relié tout cela à l'information, et en particulier à la notion de codage. Mais à bien y réfléchir, ce lien entre entropie statistique et informationnelle n'est pas si étonnant. Plus il y a de micro-états possibles aux yeux du démon de Gibbs, moins il sait lequel est le bon. En devinant au hasard, il n'a qu'une chance sur W de tomber juste. Son incertitude est plus grande quand W est grand. C'est limpide, non ? Enfin, j'ai surtout envie de dire que tout ce bon monde n'est surtout qu'une descendance d'un illustre précurseur qui avait peut-être tout anticipé avant tout le monde et qui est la personne de l'histoire à qui j'aimerais tant parler de l'interprétation informationnelle des flux de chaleur, un homme qui précède Clausius, Carnot et Fourier. J'ai nommé le grand, l'immense, le merveilleux Pierre-Simon Laplace. Non seulement a-t-il lui-même contribué à la thermodynamique, à travers notamment la loi de Laplace pour les gaz parfaits, il a aussi pleinement adopté l'hypothèse atomiste, pourtant encore controversée jusqu'à l'article d'Albert Einstein de 1905 sur le mouvement brownien un siècle plus tard, un article qui aura également succédé aux travaux atomistes de Maxwell, Boltzmann et Gibbs.
L'interprétation atomiste de l'entropie, elle trouve un peu son origine chez Laplace. Mais surtout, toute mon interprétation informationnelle repose sur la définition de la probabilité comme une description de l'incertitude qu'on retrouve déjà dans le mémoire de Laplace de 1774, mais que le grand officier de la Légion d'honneur français a beaucoup clarifié dans son extraordinaire essai philosophique sur les probabilités de 1814. Je cite: « La courbe décrite par une simple molécule d'air ou de vapeur est réglée d'une manière aussi certaine que les orbites planétaires. Il n'y a de différence entre elles que celle qui met notre ignorance. La probabilité est relative en partie à cette ignorance, en partie à nos connaissances. » En fait, pour tout vous dire, je suis avant tout surpris qu'il m'ait fallu écrire cette vidéo pour me rendre compte de l'influence monumentale du personnage sur la thermodynamique. Allez, dites-le avec moi. Autre détail historico-terminologique, le terme démon de Gibbs, je l'ai vraiment inventé pour cette vidéo. Initialement, j'étais tenté d'appeler ce démon le démon de Boltzmann, car l'interprétation macro versus micro-état est souvent beaucoup plus associée à Boltzmann. Malheureusement, la notion de démon de Boltzmann est déjà utilisée pour décrire un argument de mélange aléatoire dans les équations de Boltzmann. Plus précisément, dans l'argument de Boltzmann, la perte d'informations, surtout sur les vitesses, surgit vraiment des collisions entre les particules. Intuitivement, ces particules vont avoir tendance à homogénéiser leurs vitesses respectives. Typiquement, au billard, l'énergie cinétique de la boule blanche va se répartir à toutes les boules. Bon, ce n'est pas toujours vrai puisque les équations de la physique sont réversibles et qu'il est en principe possible que les collisions mettent toutes les autres boules à l'arrêt de sorte à concentrer l'énergie cinétique dans la boule blanche. Mais ce second scénario semble intuitivement extrêmement improbable. Pour formuler cette uniformisation de manière mathématique, Boltzmann a supposé que la prochaine collision pouvait être décrite comme celle entre deux particules tirées au hasard. C'est là qu'il y a un tour de passe-passe dans l'argument de Boltzmann. C'est rarement bon signe. Eh bien, d'autres chercheurs ont souligné cette hypothèse discutable en introduisant un démon de Boltzmann qui choisit aléatoirement les prochaines particules qui entreront en collision. Ça pour dire que le démon de Boltzmann est déjà pris. Ceci dit, démon de Gibbs, c'est pas si mal puisque Gibbs a énormément contribué à consolider les idées parfois floues de Boltzmann. Selon Henri Poincaré, celui qui a vu le plus clairement l'irréversibilité des processus physiques macroscopiques en termes probabilistes, dans un livre trop peu lu car un peu difficile à lire, c'est Gibbs dans ses principes élémentaires de mécanique statistique. D'ailleurs, Gibbs enseignait à Yale University un cours intitulé « Sur la déduction a priori des principes de la thermodynamique de la théorie des probabilités ». Et oui, selon Gibbs, la thermodynamique ne sera qu'une conséquence des lois des probabilités. Je nuancerai un peu cela, mais ça reste une perspective déficiente aujourd'hui et qui vient de l'un des plus grands experts de l'entropie de l'histoire. Cette citation de Gibbs n'est en tout cas pas sans rappeler la conclusion de l'essai philosophique sur les probabilités de Laplace qui écrivait, je cite, « La théorie des probabilités devient le supplément le plus heureux à l'ignorance et à la faiblesse de l'esprit humain. Si l'on considère les méthodes analytiques auxquelles cette théorie a donné naissance, la vérité des principes qui lui servent de base, la logique fine et délicate qu'exige leur emploi dans la solution des problèmes, les établissements d'utilité publique qui s'appuient sur elle, et l'extension qu'elle a reçue et qu'elle peut recevoir encore, par son application aux questions les plus importantes de la philosophie naturelle et des sciences morales, si l'on considère ensuite que dans les choses même qui ne peuvent pas être soumises au calcul, elle donne les aperçus les plus sûrs qui puissent nous guider dans nos jugements, et qu'elle apprend à se garantir des illusions qui souvent nous égarent, on verra qu'il n'est point de science plus digne de nos méditations, et qu'il soit plus utile de faire entrer dans le système de l'instruction publique. J'ai rien à rajouter. Incroyable. Incroyable. Plusieurs décennies avant la publication de l'ouvrage de Gibbs, en 1867, le génie écossais James Clerk Maxwell proposa une expérience de pensée pour montrer en quoi l'information microscopique est au cœur de la thermodynamique, c'est-à-dire de la dynamique des échanges de chaleur. Son expérience de pensée précède d'ailleurs les travaux de Boltzmann et ils ont certainement aidé Boltzmann puis Gibbs à formaliser l'entropie thermodynamique en tant qu'incertitude microscopique. L'expérience de pensée de Maxwell fait intervenir un être puissant qu'il est désormais de coutume d'appeler le démon de Maxwell. Et oui, il y a beaucoup de démons dans ces histoires de physique statistique. De façon remarquable, en ne faisant que traiter de l'information, ce démon était capable de violer le second principe de la thermodynamique en faisant baisser l'entropie thermodynamique au sens classique non informationnel de Clausius. Je suis perplexe.
Pour comprendre cela, imaginez deux boîtes complètement isolantes avec une trappe qui les sépare. Imaginez que initialement, la boîte de gauche contient de l'air froid alors que la boîte de droite a de l'air chaud. En 1855, Clausius fit la remarque que conformément aux équations de la chaleur de Fourier, lorsque la trappe était ouverte, la chaleur allait nécessairement se déplacer du chaud vers le froid, de sorte que les températures des deux boîtes finissent par s'homogénéiser. Inspiré par Carnot, Clausius mathématisa cela en définissant l'entropie comme une grandeur additive qui augmentait nécessairement avec le temps. La remarque de Maxwell, toutefois, c'est que si on considère que le gaz est composé de particules et que la température est en gros la vitesse moyenne de ces particules, alors on peut en fait réduire l'entropie en faisant simplement un tri. En gros, ouvrir et fermer la trappe, de sorte à mettre les particules rapides à droite et les particules lentes à gauche. Plus précisément, Maxwell imagine un démon de Maxwell capable d'ouvrir la trappe lorsqu'une particule rapide va de gauche à droite et de la fermer quand elle va de droite à gauche. De même, il ouvre la trappe quand une particule lente va de droite à gauche et il la ferme si une particule lente va de gauche à droite. Ainsi, les particules à haute énergie cinétique vont se retrouver à droite, tandis que les particules à faible énergie vont se retrouver à gauche. Ce faisant, la différence de température entre les boîtes va augmenter, ou dit autrement, l'entropie va diminuer. En ouvrant et en fermant la trappe, ce qui est clairement une opération réversible, mais en faisant cela au bon moment, le démon de Maxwell pouvait violer le second principe de la thermodynamique. En particulier, ainsi, il pouvait transformer de l'énergie thermique inutilisable en une différence de chaleur qui peut être utilisée pour extraire du travail. Dit autrement, la simple exploitation informationnelle microscopique suffit à créer une capacité de travail et donc à résoudre les problèmes d'énergie dans nos sociétés. En fait, tous les maux énergétiques de nos sociétés ne sont pas des pénuries d'énergie. Il s'agit avant tout d'une incapacité à exploiter ces informations microscopiques comme le démon de Maxwell sait le faire. D'ailleurs, le démon de Maxwell peut ainsi non seulement créer un différentiel de température, mais aussi un différentiel de pression, en mettant notamment toutes les particules d'un seul côté, comme le professeur Almadi Hamdi et moi en parlons dans notre livre Le fabuleux chantier, dans le chapitre 4. Vraiment, il y a quelque chose de profond dans le traitement des informations microscopiques. En 1960, le physicien Rolf Landauer poussa la réflexion encore plus loin avec une interprétation qui fait un pont entre une information cédée au monde microscopique et l'énergie dissipée en énergie thermique non récupérable. Et oui, on va parler de Landauer qui a gagné le droit d'être le nom du groupe Signal où Rodolphe, Jean-Loup et moi avons échangé pour préparer nos vidéos sur l'entropie. Pour comprendre Landauer, il suffit de considérer le problème des deux boîtes avec cette fois une seule particule dont on sait qu'elle se trouve à gauche. Ou plus précisément, on va supposer que le fait que la particule se trouve à gauche est une information macroscopique et donc connue du démon de Gibbs. En ouvrant la trappe, la particule va maintenant naviguer de gauche à droite et de droite à gauche, de sorte qu'au bout d'un moment, l'information sur la boîte qui contient la particule sera inconnue, en tout cas dans le monde macroscopique. Cette information sera perdue par le démon de Gibbs. En particulier, à la question « la particule se trouve-t-elle à gauche ?», le démon de Gibbs doit maintenant répondre « il y a une probabilité 1/2 que ce soit le cas », en supposant que les deux boîtes sont macroscopiquement indiscernables. L'information avant ouverture de la trappe correspond à une information au sens de Shannon et relativement au démon de Gibbs égale au logarithme en base 2 de l'inverse de 1/2. Tout ça est égal à 1 bit. En ouvrant la trappe, le démon de Gibbs a perdu 1 bit d'information, ou dit autrement, l'entropie thermodynamique a augmenté d'1 bit. Landauer montra que cette description informationnelle est équivalente à dire que l'entropie thermodynamique a augmenté de KLN de 2 joules par Kelvin. On avait déjà vu cette conversion de 1 bit en KLN de 2 joules par Kelvin. De plus, si l'expérience a lieu à température ambiante T, alors cette augmentation de l'entropie correspondra à une dissipation de KT ln de 2 joules. Aujourd'hui, ce principe dit de Landauer est souvent exprimé sous la forme d'un coût énergétique à l'effacement de l'information. Pour être plus précis toutefois, il faut bien voir qu'il s'agit d'une destruction d'une information macroscopique uniquement, c'est-à-dire une destruction non informationnelle pour l'observateur qu'est le démon de Gibbs. Mais l'information sur la particule à l'échelle microscopique, aux yeux du démon de Laplace, n'a pas été détruite. Et alors, en pratique, nos machines effectuent en effet à foison de telles destructions d'informations macroscopiques puisqu'elles reposent énormément sur des transistors qui prennent deux informations en entrée et qui en sortent une seule. Par exemple, si le transistor encode une porte logique AND, et s'il reçoit un 1 et un 0 en entrée, alors il sortira 0 en sortie. Voilà qui est forcément une opération destructrice. Sachant le 0 en sortie, on ne peut pas savoir quels étaient les bits en entrée.
Eh bien, cette information effacée, et donc perdue par le démon de Gibbs, est inéluctablement dissipée sous forme d'énergie thermique. Le principe de Landauer semble alors suggérer que le traitement de l'information nécessite nécessairement un coût énergétique. Et bon, en pratique, de toute façon, il reste une marge énorme de progression dans l'efficacité des calculateurs d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs très alignée avec les incitatifs économiques. En fait, même si on prolonge notre optimisation exponentielle de l'efficacité en coût énergétique des machines, connue sous le nom de loi de Coumet, on a en fait encore jusqu'en 2080 pour atteindre la limite de Landauer. À ce moment-là, un calcul coûtera 5 millions de fois moins d'énergie qu'aujourd'hui en dissipation d'énergie sous forme thermique. Ça serait top. Mais surtout, le principe de Landauer ne concerne en fait uniquement que l'effacement de l'information macroscopique. Or, effacer de l'information, on conviendra qu'il s'agit d'une opération assez particulière parmi l'ensemble de toutes les opérations utiles au traitement de l'information. Par exemple, s'il s'agit de trier de l'information du web pour recommander uniquement les plus pertinentes, comme cherche à le faire Tournesol notamment, alors en principe ces opérations ne nécessitent pas de destruction informationnelle. Il est donc possible en principe de faire Tournesol sans dissipation d'énergie en énergie thermique. Oui, c'est possible. Même si, je vous l'accorde, aujourd'hui on n'a vraiment pas les technologies nécessaires pour y arriver. Ceci dit, il y a tout un champ scientifique entre la physique et l'informatique qui étudie le calcul thermodynamiquement réversible, c'est-à-dire l'ensemble des opérations informationnelles sans augmentation d'entropie thermodynamique. Ainsi, en 1973, le physicien Charles Bennett a démontré l'existence de machines de Turing réversibles et donc que tout calcul pouvait en principe être rendu réversible. Et en gros, il suffit de ne jamais effacer de données pendant le calcul. Or, comme tout thermodynamicien vous le dira, si une opération est réversible, c'est qu'elle n'augmente pas l'entropie thermodynamique. Bien entendu, une absence totale de perte par dissipation d'énergie est technologiquement impossible, mais en principe, il n'y a pas de limite inférieure à cette perte. Et en pratique, si aujourd'hui il n'y a pas plus de technologie de calcul physiquement réversible, c'est avant tout parce que cette technologie est en compétition avec d'autres bien plus efficaces selon des métriques autres que le coût en augmentation d'entropie thermodynamique, comme par exemple le nombre d'opérations par seconde ou le coût de fabrication. À moins que... Petit aparté sur la mécanique quantique, car je sens qu'il y en a qui vont faire le lien avec le hasard de l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. En bref, il y a plusieurs interprétations complètement déterministes de la mécanique quantique, et donc parfaitement conformes avec l'existence d'un démon de Laplace, et selon lesquelles il n'y a pas de perte d'informations microscopiques. Et donc non, a priori, la mécanique quantique ne viole pas nécessairement ces principes thermodynamiques. Je suis sûr que je vais avoir plein de commentaires. Néanmoins, la recherche dans ce domaine progresse et en 2020, des chercheurs ont annoncé avoir enfin réussi la fabrication de portes logiques thermodynamiquement réversibles qui vont typiquement avoir des sorties qui permettent de reconstruire les entrées. Bon, par contre, je suis très loin de connaître suffisamment le domaine pour fournir un avis pertinent sur la validité de leurs affirmations et pour vous dire si ça va changer quoi que ce soit à l'informatique et à son impact sur l'entropie thermodynamique dans les décennies à venir. Encore plein de travail pour les chercheurs. Bien entendu, en pratique, de facto, nos machines à traiter de l'information aujourd'hui dissipent énormément d'énergie en énergie thermique, ce qui pousse certains à affirmer que le numérique serait impossible sans l'abondance énergétique. Mais premièrement, cette énergie dissipée, qui est de l'ordre de 56 TWh par an en France, reste beaucoup plus faible que dans le cas du transport et du chauffage. Et notamment en France, elle est beaucoup plus décarbonée. L'urgence écologique ne réside donc pas aujourd'hui dans les émissions directes du numérique. Comme je vous en parle ici, il me semble qu'elle réside en fait beaucoup plus dans ce que le numérique fait de l'information sur l'urgence écologique et ce qu'elle fait de l'information qui pousse à la surconsommation. Quand on s'intéresse aux émissions des jets privés, on ne doit pas seulement s'intéresser à leurs émissions directes, ni aux émissions indirectes dues à leur production et leur démantèlement, ce qu'on appelle généralement le cycle de vie, mais aussi à toutes les émissions indirectes dues à la façon dont les gens vont changer ou pas leur comportement en apprenant qu'on laisse les jets privés voler. Super ça. Deuxièmement, réduire les problèmes d'information à cette dissipation d'énergie, c'est précisément faire du réductionnisme énergétique très malencontreux, car il omet toutes les préoccupations majeures à avoir dans le traitement et la diffusion actuelle de l'information, qui échoue complètement à être décrite par ce réductionnisme énergétique, comme par exemple la désinformation de masse et le cyberharcèlement et le déclin des démocraties. C'est amusant que dans une vidéo où j'explique que M. Jancovici tombe dans ce travers, j'ai énormément de commentaires de ses fans qui, justement, illustrent ce travers. Je suis
suis sûr que je vais avoir plein de commentaires. Et enfin, troisièmement, on peut imaginer des dispositifs, notamment à base de réseaux de chaleur, pour que la dissipation thermique du calcul ne soit pas complètement perdue. En parlant justement de l'impact environnemental du calcul, je vous recommande vivement cette excellente vidéo de Monsieur Bidouille à propos de l'infrastructure d'Infomaniac, qui est le sponsor de cette vidéo. Infomaniac fournit de nombreuses solutions cloud que l'association Tournesol utilise, de l'allocation de serveurs aux clients mail en passant par SwissTransfer, la solution de visioconférence Kmeet ou encore K-Drive, une alternative à Google Drive qui respecte la vie privée et qui est entièrement développée et hébergée en Suisse. Contrairement aux alternatives des géants de la tech comme Google et Amazon, Infomaniac n'est pas soumise au Patriot Act et à la loi d'espionnage FISA et vous protège ainsi d'éventuels espionnages par les autorités américaines. Infomaniac est aussi très investi dans la souveraineté de sa solution avec un développement exclusivement en Suisse et dans la maîtrise de son impact environnemental. Comme l'explique M. Bidouille, l'entreprise a mis en place un système pour que toute l'énergie utilisée par son nouveau data center soit réutilisée pour chauffer 6000 ménages à l'année via un réseau de chaleur, de sorte que l'augmentation de l'entropie thermodynamique par les calculs d'Infomaniac ne soit pas maximale. Et oui, tant qu'elle n'est pas à la température que l'atmosphère, l'énergie thermique reste utile et loin du maximum d'entropie. Pour chaque vidéo où je les promeus, ce que je fais avec plaisir, Infomaniac reverse un don à l'association Tournesol. Merci beaucoup à eux de soutenir notre projet non lucratif. Pour vulgariser l'entropie, il est courant de la définir comme étant une mesure du désordre ou du chaos. Prenons par exemple l'exemple d'une chambre mal rangée ou d'un mouvement social. Ces analogies peuvent être utiles en première approximation pour avoir une intuition du concept. Après tout, si une chambre est mal rangée, c'est qu'il y a sans doute beaucoup d'incertitudes sur les positions des chaussettes dans la chambre. Pour un observateur humain, on peut ainsi dire que l'entropie au sens de Shannon de la chambre mal rangée sera plus grande que celle d'une chambre bien rangée avec des étiquettes un peu partout. Cependant, j'espère qu'après cette vidéo, vous aurez pris le réflexe de ne pas confondre cette entropie de l'observateur humain avec l'entropie thermodynamique, qui est vue selon les lentilles du démon de Gibbs. Ça se ressemble, donc à la fin, on fait plus trop la différence. Ne l'oubliez pas, le démon de Gibbs est omniscient vis-à-vis de l'information macroscopique. Or, les chaussettes sont des objets macroscopiques. Le démon de Gibbs n'a donc clairement aucune incertitude vis-à-vis de leur position. En fait, il n'est pas clair que pour le démon de Gibbs, l'entropie de la chambre mal rangée est plus grande que celle de la chambre bien rangée. Tout dépend vraiment de l'incertitude sur les échelles microscopiques. De même, ce n'est pas en triant des pommes que vous diminuerez l'entropie thermodynamique. Encore une fois, le tri de pommes est une opération qui peut être effectuée de manière réversible. Ce tri ne peut pas avoir réduit l'entropie thermodynamique. En fait, il faut bien voir que l'entropie thermodynamique ne mesure pas de façon générale le chaos. Pour être moins erroné, on pourrait dire qu'elle mesure davantage le chaos microscopique, mais je pense que là encore, si on balance ça juste au détour d'une phrase, on risque d'induire en erreur, car le mot microscopique peut facilement être mal compris lui aussi. En particulier, dire que le second principe de la thermodynamique prédit un effondrement civilisationnel, qu'il rend une économie verte impossible ou concourt à notre perte en dissipant de l'énergie en chaleur, en sous-entendant que ces limites physiques concernent les millénaires à venir, c'est effectuer un grave contresens vis-à-vis des lois de la physique et des ordres de grandeur du monde actuel. Du reste, depuis 1789, la France a beaucoup gagné en structure, avec l'instauration de l'éducation populaire, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, mais aussi en créant de nombreuses institutions publiques pour permettre à la démocratie de fonctionner de manière stable, durable et satisfaisante. À l'échelle macroscopique, si on regarde l'évolution des sociétés au cours des 3 derniers siècles, on est très loin d'assister à une amplification inéluctable du chaos. Et pourtant, bien entendu, pendant ce temps, l'entropie thermodynamique de l'univers a augmenté, même si on n'inclut que le Soleil et la Terre, et les rayonnements perdus dans l'espace pour obtenir un système fermé, il y a eu une structuration macroscopique, même si une partie de l'information macroscopique a été dissipée et perdue dans les échelles microscopiques. En fait, même si on coupait le robinet solaire du jour au lendemain, et si on mettait d'énormes miroirs autour de la Terre pour forcer l'énergie dissipée par radiation à rester sur Terre, et éviter de perdre de l'énergie, on serait encore extrêmement loin de l'équilibre thermodynamique. En particulier, d'un point de vue physique, énormément de travail utile pourra encore être exploité en principe, par exemple via les ressources fossiles, la géothermie, la fission nucléaire ou encore la fusion nucléaire pendant au moins des millénaires, et si on utilise la fusion nucléaire même, on en a pour des milliards d'années. Concrètement, tu fais comment? Alors, je ne dis pas ça pour dire que tous les problèmes environnementaux sont faciles à régler. Loin de là. Le potentiel derrière la fusion nucléaire est extrêmement difficile à dompter avec les technologies d'aujourd'hui. Mais il faut bien voir qu'il s'agit d'une limite technologique et non pas d'une limite
physique. Bien sûr, une limite technologique, ça reste une limite, et c'est déjà une raison suffisante pour ne pas compter sur la fusion nucléaire, au moins pour les 30 ans à venir. Mais cette limite technologique a beaucoup moins de chances d'être aussi indépassable que les limites physiques. Du point de vue des limites physiques, on est extrêmement loin de tout équilibre thermodynamique avec ou sans soleil. Il est par conséquent extrêmement déplacé de parler de l'entropie thermodynamique comme de limites planétaires, et du reste, le GIEC ne le fait pas. Bref. Invoquer les limites thermodynamiques pour parler d'urgence écologique aujourd'hui, c'est en fait beaucoup plus erroné que d'affirmer que la planète Terre va brûler à cause de la transformation inéluctable de notre Soleil en géante rouge. C'est non seulement être complètement à côté de la plaque en termes d'échelle de grandeur, mais c'est aussi révéler sa profonde confusion sur l'état des crises actuelles et s'ouvrir à des critiques parfaitement justifiées. Mais ça, Rodolphe et Jean-Loup le débunkent avec beaucoup plus de précision, avec 2 autres vidéos qui sont sorties en même temps que la mienne et que je vous invite à aller voir après le visionnage de cette vidéo. Bref, s'il vous plaît, évitez absolument d'invoquer l'entropie pour parler de chaos social ou de l'inexorable effondrement de nos sociétés. On fait quoi? Bon alors déjà, on se calme. Il s'agit donc de recadrer le débat. Si vous voulez parler d'urgence écologique, il y a suffisamment d'autres limites planétaires beaucoup moins bullshit à évoquer, comme le changement climatique, l'acidification des océans, les cycles biogéochimiques, l'usage des sols et l'intégrité de la biosphère, et pour lesquels il existe des stratégies d'atténuation des risques concrets qui s'appuient fortement sur une transition énergétique déjà enclenchée et qu'il faut surtout beaucoup plus soutenir, notamment par exemple avec des fonds publics. Ça fait beaucoup. Et de façon plus générale, il y a beaucoup d'autres problèmes civilisationnels encore qui nous menacent au XXIe siècle, y compris certains qui me terrifient encore plus que l'urgence écologique, comme l'accroissement des inégalités, la croissance exponentielle du cybercrime, la montée de l'autoritarisme à travers le monde, l'amplification des appels à la haine et l'augmentation des tensions géopolitiques entre des puissances nucléarisées. Concentrons-nous sur les vrais dangers et évitons de détourner l'attention de tous vers des considérations injustifiées.